Notre invité ce matin, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La grève à la SNCF, ça suffit? Le ministre des Transports va s'exprimer ce matin. Il a engagé une discussion. Cette discussion, elle vise à faire en sorte que toute garantie soit donnée concernant l'intégrité du groupe, les statuts, les conditions du dialogue social. Je n'ai pas à me substituer au ministre des Transports dans la conduite de cette négociation. Est-ce qu'il y a des moments où il faut savoir cesser une grève? C'est toujours mieux quand une grève cesse. Ça veut dire qu'on a trouvé un compromis. C'est ce que je souhaite. Oui, le gouvernement ne peut pas céder. Mais le gouvernement est dans un projet qui est bon pour la SNCF, qui est destiné à faire en sorte que le groupe soit plus fort. Et qu'il soit plus fort dans un contexte où il doit être fort en Europe pour garder ses parts de marché, pour se moderniser et pour faire en sorte que le service public monte en gamme. Il y a une inquiétude sociale qui s'exprime. Le ministre des Transports conduit une négociation. Donc le gouvernement ne cédera pas. Le gouvernement souhaite, comme toujours lorsqu'il y a des conflits sociaux, qu'il y ait de bons compromis, parce qu'il vaut mieux un bon compromis à un conflit qui s'éternise. Bernard Cazeneuve, vous revenez de Corse, vous avez été accueilli hier matin par le mitraillage de la gendarmerie de Bastia. C'était un message à votre attention pour rappeler que les nationalistes sont toujours là. Vous avez dit les auteurs seront arrêtés, réaction la plus ferme de l'État. On dit toujours la même chose dans ces cas-là. Hein. Mais ça eût été surprenant que le ministre de l'Intérieur dise autre chose. Ça correspond d'ailleurs à ce qui doit être dit. Pourquoi? Parce qu'il y a en Corse des policiers et des gendarmes qui font un travail remarquable pour assurer la sécurité des Corses. Les Corses sont soucieux de voir leur sécurité assurée. Ils reconnaissent d'ailleurs le travail fait par les gendarmes et les policiers. Et moi, je veux donner un appui très fort à ces forces de sécurité qui font un travail pour lutter contre la criminalité organisée en Corse, contre la violence, et je ne peux pas accepter, je n'accepte pas ces formes de violence qui ne correspondent pas d'ailleurs à ce qu'est la Corse en profondeur. Rapprochement police-gendarmerie en Corse, c'est envisagé. Mais ce que j'ai souhaité hier, c'est envoyer là aussi des signes très clairs à mes troupes en Corse, et en leur donnant des instructions qui sont des instructions simples et dont je souhaite qu'elles soient mises en œuvre vite. Ces instructions, quelles sont-elles? Si on veut lutter efficacement contre les filières du crime organisé qui minent la Corse, il faut que le renseignement soit échangé, que les missions de surveillance et d'observation soient conduites par la police et par la gendarmerie ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'il y ait un groupe de liaison pour que les renseignements soient échangés, que les missions d'anticipation soient partagées pour qu'on soit plus efficace. Et j'ai demandé que régulièrement, on me transmette des éléments concrets sur les conditions de mise en œuvre de ces instructions. Bien, on va parler du permis de conduire, de la réforme du permis de conduire. J'ai encore deux questions très vite. La première, un rapport avec la Corse. Il s'agit de la réforme territoriale. Il y a 2 départements en Corse, sans doute un de trop. Donc un seul département suffirait, vous êtes d'accord avec moi? Dans le cadre de la réforme, d'ailleurs, il y aura disparition à terme des conseils généraux. Et donc, effectivement, cette question se posera. Cette question se posera. Alors, ce que j'ai dit aux élus de Corse hier, vous avez raison de poser qu'est-ce que vous leur avez dit? Ce que je leur ai dit aux élus de Corse hier, je vais le répéter à votre antenne parce que les Corses nous écoutent sans doute. Moi, je souhaite qu'il y ait du dialogue. Et c'est d'ailleurs parce que je souhaite qu'il y ait du dialogue que j'ai dit des choses extrêmement claires hier, parce que le dialogue, ce n'est pas l'ambiguïté, c'est le contraire de l'ambiguïté, c'est la franchise et la sincérité. Mais il faut que le dialogue se poursuive autour des positions de l'État, autour des propositions des élus de Corse, en franchise et en sincérité. Et bien entendu, pour ce qui concerne l'organisation territoriale de Corse, la Corse a longtemps été, et demeure encore, un territoire où l'expérimentation est possible, et le sujet que vous venez de traiter est un sujet sur lequel, comme sur d'autres d'ailleurs, les portes du dialogue sont grandes ouvertes. Ça veut dire, dans le cadre de la réforme régionale, que des sous-préfectures disparaîtront? Je veux engager, parce que le président de la République et le Premier ministre vont donner l'instruction, une réforme ambitieuse de l'administration déconcentrée de l'État. C'est quoi cette réforme? C'est très simple. C'est plus de pouvoir donné aux préfets sur les territoires, c'est-à-dire plus de capacité des préfets de gérer de façon interministérielle les administrations. C'est la volonté de faire en sorte que ces administrations montent en gamme. Il faut inventer la sous-préfecture et la préfecture du XXIe siècle, mettre en place des maisons de l'État, et cela passera bien entendu, Jean-Jacques Bourdin, dans un certain nombre de territoires, par des suppressions de sous-préfecture lorsque il y a des territoires qui se sont jumelés. Il y a combien de sous-préfectures en France d'ailleurs aujourd'hui? Il y a
il doit y avoir à peu près 450 sous-préfectures en France. Et donc, beaucoup seront supprimés. Non, pas beaucoup seront supprimés. Certaines seront posées. Non, ce que j'ai demandé... Vous avez évalué à peu près le pourcentage de suppression? J'ai défini une méthode, Jacques Bourdin. La méthode est la suivante. J'ai demandé à chaque préfet de région d'engager avec les élus et avec les représentants des organisations syndicales sur place des discussions de manière à ce que nous puissions avoir cette sous-préfecture du XXIe siècle. Bon, je l'ai engagé en Moselle et en Alsace. Les préfets m'ont fait des propositions. Il y a des suppressions de sous-préfectures qui sont prévues et des créations de maisons de l'État qui doivent être financées. Ça se mettra en œuvre dans ces départements et dans ces régions dans les mois qui viennent, avec une discussion avec les élus qui se poursuivra, et je veux généraliser ce dispositif sur la totalité du territoire national. La réforme du permis de conduire. Objectif, raccourcir les délais et rendre ce permis de conduire moins cher. Alors réduire les délais, on sait qu'aujourd'hui, il faut en France entre 3 et 5 mois pour repasser son permis, 1 mois et demi ailleurs en Europe. Alors comment raccourcir les délais? D'abord, plus de places d'examen. Offrir du temps aux inspecteurs pour faire passer l'examen du permis B. Je vois que c'est vous qui présentez la réforme à ma place. Vous en avez compris le sens. Mais j'en ai compris le sens. Alors, quelques mots simples pour dire ce que je veux faire. Aujourd'hui, il y a des jeunes pour lesquels le permis de conduire, c'est la possibilité de travailler. Bien sûr. Et il y a des jeunes qui sont en difficulté financière et qui ont des difficultés pour passer le permis de conduire. Moi, je veux faire une réforme pour ces jeunes. Précisément parce que je sais que pour beaucoup d'entre eux, la difficulté face au permis de conduire, pour le passer, pour avoir des places d'examen, le coût pose problème. Donc, quel est le but? Le but, c'est des délais plus courts pour un permis moins cher. Bon, pourquoi? Alors les délais. Pourquoi? Oui, non, mais moi je veux entrer dans le détail. Juste 2 mots. Oui. Pourquoi est-ce que des délais plus courts, c'est un permis moins cher? Tout simplement parce que quand vous avez échoué au permis de conduire, vous l'avez évoqué à l'instant, et que vous êtes obligé de le repasser, et qu'il faut attendre 2 mois, 3 mois, pendant les 2 à 3 mois en question, il faut prendre des leçons, et ces leçons coûtent cher. C'est donc un surcoût pour les jeunes qui peut aller jusqu'à 500-600 euros. Eh bien moi, ce que je souhaite, c'est que la réforme que je vais engager permette de diminuer le coût du permis de conduire de 200 à 600 euros pour ceux qui sont obligés de le repasser et qui représentent 40% des jeunes. Donc et pour tous les autres, je veux simplifier les modalités de passage du permis de conduire. C'est donc une réforme pour les jeunes. Les inspecteurs au permis B sera amplifié. Le permis B qui est le permis voiture. Ce que je souhaite pour cela, parce qu'il faut là aussi tenir un discours de vérité et d'honnêteté, nous ne pouvons pas créer des postes partout pour faire en sorte. Donc, ce que je souhaite, nous avons déjà créé des postes d'inspecteurs depuis 2009. Ce que je souhaite aujourd'hui, pour réduire les délais et réduire les coûts, puisque c'est bien ça mon objectif, c'est concentrer les inspecteurs du permis voiture sur le passage du permis voiture. Sur le passage du permis. Bon, est-ce que vous allez créer de nouveaux postes d'inspecteurs, oui ou non? Non, je ne créerai pas de nouveaux postes d'inspecteurs parce qu'il en a déjà été créé et que je n'ai pas de marge de manœuvre pour le faire. Mais ce que je souhaite, c'est concentrer les inspecteurs du permis sur le permis voiture de manière à dégager du temps et à raccourcir les délais. Le temps consacré par les inspecteurs au permis B va passer à 60% de leur temps. Oui, aujourd'hui, il était à 40%, 60%. 60%. Les inspecteurs sont souvent chargés de surveiller l'épreuve du code. Est-ce que là, vous allez les décharger de cette surveillance? Mais je souhaite faire une réforme du code de la route. Et je vais vous dire ce que sera cette réforme. Cette réforme, ce sera d'abord dans les écoles, plus vite, un apprentissage de ce que sont les règles de la conduite de la sécurité routière. Avec la création d'une attestation scolaire de sécurité routière en classe de seconde? Absolument. Je souhaite faire cela. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays au sein de l'Union européenne qui a beaucoup d'accidents de la route. Plus tôt on commence sur la sécurité routière, sur l'apprentissage des bonnes pratiques, moins il y a d'accidents. Deuxièmement, ce que je souhaite faire également, c'est créer les conditions du développement de la conduite accompagnée. On va y revenir. C'est très important. Ça fait partie. Et troisièmement, pour ce qui concerne le code. Le code aujourd'hui, vous le passez avec des diapositives, avec un type de questionnaire qui date d'il y a très longtemps. Il n'y a aucune utilisation des technologies numériques, ni dans l'apprentissage du code de la route, ni dans le passage du code de la route. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que l'on puisse
pour cette épreuve-là, moderniser l'épreuve en faisant en sorte qu'elle soit plus simple, qu'elle soit plus numérisée, qu'elle permette un auto-apprentissage, qu'elle permette d'utiliser les technologies numériques pour passer le code de la route, c'est-à-dire qu'on fasse entrer l'épreuve du permis de conduire dans la modernité et dans ce que sont les pratiques des jeunes. Alors est-il vrai que dès le 1er juillet, des retraités de la gendarmerie et de la police, d'autres agents publics aussi, surveilleront les épreuves du code? Ce que j'ai demandé, parce que nous sommes dans une situation d'urgence, c'est que l'on puisse effectivement, pour libérer rapidement des places sur le passage du code, qu'on puisse former des retraités de la gendarmerie, de la police et faire appel à des agents publics pour libérer des places et désengorger un dispositif qui est aujourd'hui sous tension. Est-il vrai que la durée de l'examen aussi va être raccourcie? Pour ce qui concerne le passage du permis lui-même, oui, la conduite. Oui, il y aura un raccourcissement de manière là aussi à simplifier l'épreuve, à faire en sorte qu'elle soit davantage en phase avec ce que sont les contraintes du temps. Alors, promouvoir la conduite accompagnée, c'est aussi un des axes, on en parlait il y a un instant, taux de réussite 74% de la conduite accompagnée, il faut le savoir. C'est-à-dire plus important que quand on n'a pas recours à la conduite accompagnée, et surtout, et c'est un élément très important pour moi, et c'est-à-dire pour ça que je l'évoquerai au Conseil national de la sécurité routière lundi, là où il y a de la conduite accompagnée, c'est-à-dire là où il y a la possibilité pour les jeunes de se familiariser aux bonnes pratiques de conduite, à la conduite le plus tôt possible, il y a moins d'accidents mortels. À partir de quel âge la conduite accompagnée? La proposition que je vais faire au Conseil national de la sécurité routière, c'est de lui demander de statuer sur l'idée qui est de commencer avec la conduite accompagnée à 15 ans, pour pouvoir, dès lors qu'on a eu la conduite 15 ans au lieu de 16 aujourd'hui. Et de pouvoir passer le permis de conduire à 17 ans et demi. 17 ans et demi, possibilité de passer son permis. C'est ma proposition au CNSR, que je formulerai lundi. Je prie d'ailleurs les membres du CNSR de bien vouloir m'excuser de le dire à votre antenne, mais j'en parlerai devant eux lundi. Et ensuite, ils auront à examiner la proposition. Conduite accompagnée 15 ans et passer son permis à 17 ans et demi quand on a suivi la conduite accompagnée. Oui, mais uniquement. Ça, c'est aussi une réforme. Et les autres? C'est aussi toujours 18 ans ou... Bien entendu, parce que quand on a passé la conduite, quand on a travaillé son permis de conduire avec la conduite accompagnée, on a une forme d'apprentissage qui permet de passer plus tôt. C'est une réforme, là aussi, pour les jeunes, avec la volonté qui est la mienne, en lien avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre de la Ville, de la Jeunesse, de faire en sorte, dans le cadre des appels à projets qu'elle lance, qu'on puisse mobiliser des bénévoles pour accompagner les jeunes des milieux ruraux et des quartiers des villes dans la conduite accompagnée par la mobilisation de bénévoles qui leur permettront d'avoir accès à cette conduite accompagnée. Donc vous voyez, Jean-Jacques Bourdin, pour synthétiser, c'est très important pour moi de faire passer le message parce que c'est le cœur. Vous aussi, vous voulez encourager le permis à 1 euro par jour. Oui, cette réforme, c'est une réforme pour les jeunes. C'est moins de délais, c'est une baisse du coût du permis de conduire et c'est un meilleur accompagnement des jeunes à travers un apprentissage à l'école plus tôt et plus régulier. 2, c'est le développement de la conduite accompagnée pour moins d'accidents, passer le permis plus vite, plus jeune. Et 3, je veux développer, vous l'avez dit, le permis à 1 euro encore. C'est-à-dire que je veux que les jeunes qui sont en difficulté financière pour passer leur permis, et c'est important pour eux parce qu'ils accèdent avec le permis à l'emploi, puissent bénéficier d'un élargissement du dispositif du permis à 1 euro, c'est-à-dire d'un prêt à taux zéro, dont on va augmenter le plafond de 300 euros. La création de cette attestation scolaire de sécurité routière, elle sera obligatoire? Tous les élèves devront la passer? Le souhait, c'est bien entendu, parce que c'est le principe de l'éducation nationale, que lorsqu'un module est mis en place, il bénéficie à tous les élèves de France. C'est en classe de seconde. Bien, la route, 2 mots sur la route quand même. Est-ce que vous encouragez la poursuite des conducteurs qui indiquent l'emplacement des contrôles radars sur Internet? Je trouve que ce n'est pas une bonne pratique. Oui. Voilà. Bon, poser une question simple, je vous réponds simplement. Non, mais taux d'alcool 0? Vous êtes favorable ou pas? J'incite effectivement tous ceux qui prennent Vous êtes favorable le volant. Oui, mais au taux 0? Moi je suis favorable à ce que on ne prenne pas le volant en ayant bu.
Voilà. Oui, bah ça, il y a des règles aujourd'hui qui s'appliquent. J'espère. Oui. Vous me rassurez. Oui. Je n'avais pas de doute vous concernant, mais vous me rassurez. Je souhaite que ces règles soient respectées. Donc, oui. Non, mais d'accord. Le terrorisme, je change complètement de sujet, mais c'est un sujet grave et sur lequel je suis mobilisé. Oui, Monsieur Nemouche, qui n'est pas un loup solitaire. On est bien d'accord. Mais je me suis exprimé sur ce sujet clairement. Oui. Il a, comme beaucoup d'ailleurs, parce qu'il a agi à Bruxelles, possiblement, l'enquête est en cours, dans des conditions d'une violence extrême, le profil de ce qu'on appelle le loup solitaire. Mais je ne crois pas à cette notion. Oui. Je ne crois pas à cette notion parce que même ceux qui s'enferment dans une violence exclusive de tout autre sur Internet rencontrent des sites qui sont alimentés par des groupes très organisés et qui savent que cet enfermement dans la violence fabrique des psychologies, des comportements qui peuvent ensuite représenter un extraordinaire danger pour la sécurité de nos quartiers, de nos villes et de notre territoire. Est-ce qu'il faut étendre les écoutes téléphoniques? Parce que certains le demandent, d'autres demandent aussi l'isolement des plus radicaux dans les prisons françaises. Vous êtes moi, ce que je souhaite, c'est des mesures qui soient efficaces et conformes aux principes qui régissent la République en matière de liberté publique et de principes généraux du droit. Quelles sont ces mesures? 1, nous devons favoriser le travail de nos services parce que le renseignement, l'anticipation, c'est d'une bonne manière de prévenir des drames. C'est la raison pour laquelle la possibilité donnée aux services d'intervenir sous pseudonyme sur les forums où cette pensée radicale se développe sur Internet sera rendue possible. De la même manière, il y aura une possibilité de garder plus longtemps les résultats des écoutes, des interceptions de sécurité, pour pouvoir faire des enquêtes qui permettent d'aller au bout de l'élucidation des faits. Donc c'est cela que comportera la loi. Ce n'est en aucun cas attentatoire aux principes de la République. C'est au contraire la volonté d'encadrer par la loi la pratique des services lorsque les services, de façon efficace, investiguent et enquêtent. La sœur de Mohamed Merah, vous savez où elle est? Je me suis exprimé sur ce sujet déjà. J'ai indiqué qu'elle avait, à partir de l'Espagne, rejoint la Turquie. Elle est toujours en Turquie? La Syrie. Elle n'est pas rentrée en France? Je n'ai pas d'informations à donner sur votre antenne, pardonnez-moi, sur ce sujet, parce que l'efficacité... Vous savez où elle est? Est-ce que vous savez où elle est? L'efficacité de ce que font les services sur ces sujets dépend d'un minimum de discrétion, et cette discrétion, c'est aussi de la responsabilité... Où elle est? Est-ce que vous savez où elle est? Oui. Vous savez où elle est actuellement? Oui. Bon. Et si elle rentre en France, est-ce qu'elle serait poursuivie? Oui, puisqu'il y a une enquête préliminaire la concernant. Bien. Procédure judiciaire engagée. Bon, Bernard Cazeneuve, je change complètement de sujet. Vous abordez beaucoup de sujets ce matin. Oui, mais parce que vous êtes là pas souvent, Bernard Cazeneuve. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, vous soutenez sa candidature? Et moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur des procédures... qui ont fait l'objet de propositions. Parce que j'ai vu que c'était contesté par une partie de la gauche. Comme vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, même lorsque je viens à votre antenne, je ne suis pas de ceux qui rajoutent des phrases aux phrases. Le président de la République propose une candidature. Vous l'approuvez, cette candidature? Moi, je ne fais pas de commentaires sur mais vous avez bien un avis sur cette candidature. Par principe, de toutes les façons, parce que j'ai une certaine conception de la loyauté et de l'amitié, je ne suis jamais en commentaire négatif sur ce que décide le président de la République. Si j'ai des choses à dire au président de la République et au Premier ministre, je le dis dans le silence de leur bureau. Je ne suis pas ceux qui rajoutent des phrases aux phrases. Donc, on me le reproche, mais je l'assume. Mais non. Voilà. Vous êtes d'accord avec le président de la République. Il a fait un choix, vous approuvez ce choix. Que les choses soient claires. Je suis ministre du président de la République, loyal et par conséquent d'accord avec lui. Et d'accord avec lui. Dernière question concernant Karachi. L'affaire Karachi, je rappelle que vous étiez rapporteur de la commission d'enquête, Bernard Cazeneuve. Alors, 6 personnes, dont l'ancien ministre Renaud Donnedieu de Vavre et Ziad Takieddine, ont été renvoyées en correctionnel. Est-ce que Nicolas Sarkozy devrait être entendu, selon vous? Je ne suis pas juge. Non. Bon. Et donc, je suis respectueux du fonctionnement des institutions. Quand on est ministre de l'Intérieur, on doit l'être, notamment. Et par conséquent, ce n'est pas à moi de dire telle ou telle personnalité doit être
envoyé devant les juges, et je n'ai pas d'ailleurs pour habitude de jeter la réputation, et surtout pas de mes adversaires, en pâture devant l'opinion publique. J'ai enquêté sur cette affaire dans le cadre d'une mission d'information parlementaire où j'ai eu bien du mal à obtenir les documents dont j'avais besoin à l'époque. Mais j'ai aussi dit, au terme de cette enquête, que je n'avais rien trouvé dans les documents qui m'avaient été transmis, dans les auditions auxquelles j'avais procédé concernant l'ancien président de la République. Alors il faudrait que, sous prétexte que c'est un adversaire, parce que la politique est ainsi faite, que certains pensent qu'on peut gagner des combats politiques sur le terrain des affaires, jeter en pâture la réputation de ses adversaires. Eh bien, ce n'est pas mes pratiques. Et je ne le ferai pas à votre antenne, parce que je ne le ferai nulle part. Merci Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui était notre invité ce matin. Merci, 8h56.